un certain nombre de questions très simples peuvent agir comme des pointeurs directs vers la présence éternelle, illimitée, universelle que nous sommes véritablement, tous déjà maintenant, mais que nous perdons de vue si facilement dans l'expérience, parce que nous sommes distraits par ce qui apparaît dans le champ de la conscience, ce qui apparaît, voilà, ce qui surgit. Donc là, imaginez que vous êtes là, en train de marcher sur ce petit chemin, vous progressez, le corps finalement très vite avance de lui-même, n'est-ce pas? Demandez-vous, où apparaissent ces arbres de part et d'autre du chemin? Où glisse-t-il? Ils apparaissent et ils disparaissent. Ils glissent vers l'inconnu. Là, j'ai répondu, c'est yo. Laissons la question ouverte. Tiens, on peut apercevoir une personne au loin, une silhouette. Où apparaît cette silhouette? Où apparaissent toutes les choses qui sont perçues maintenant? Non seulement les choses, mais imaginez que vous marchez, où apparaissent les sensations de vos pas sur le sol. Où apparaissent les bruits des oiseaux, des voitures. De la même façon, où apparaissent les pensées qui peuvent venir. Et où vont-elles une fois qu'elles disparaissent, ces pensées? Où apparaissent toutes les informations qui constituent l'expérience en cours actuellement? Où apparaissent toutes les informations qui constituent l'expérience en cours maintenant? Informations sur la lumière, le temps qu'il fait, les choses que l'on croise, caractéristiques de l'espace, les couleurs, les bâtiments, derrière la végétation. Maintenant, où apparaît l'impression d'être quelqu'un qui marche?
Quelqu'un marche-t-il? Qui serait moi? Dans l'expérience directe, c'est même pas évident. Et pourtant, il y a la pensée qui dit « je marche, j'avance ». Où est-ce que cette pensée « je marche, j'avance » apparaît et disparaît? Car quand on marche comme ça, on n'a pas toujours l'idée, la pensée que c'est moi, en tant qu'individu, en tant que personne, avec ce corps-ci, qui fait ceci, cela. Il y a bien, tout spontanément, l'oubli de ça. Et donc, il n'y a plus que la marche, où il n'y a plus que avancer, il n'y a plus que espace, traverser, il n'y a plus que paysage qui bouge. Alors maintenant, la question s'adresse aux chercheurs spirituels, encore un peu insatisfaits ou en quête, et vaguement mécontents de l'expérience. Pourquoi? Parce qu'il y a un sentiment, peut-être, que se maintient encore une séparation. Alors, posons-nous la question, où est-ce qu'apparaît le sentiment de séparation? Où est-ce qu'apparaît la sensation d'être séparé? Où est-ce qu'apparaît l'idée, la croyance, ce n'est pas encore ça? Je n'y suis pas encore. C'est pas l'éveil. Il n'y a pas d'unité. Où apparaît ça? Cette pensée. Elle disparaît ensuite, cette pensée. Elle ne se maintient pas. Même si on est un chercheur têtu, obsessionnel, la pensée, j'ai raté ma sadhana, j'arrive pas à maintenir l'état de méditation, je manque de concentration, ça y est, j'ai quitté l'unité que j'avais touchée hier. Tout ça, toutes ces pensées qui s'élèvent dans l'esprit. Ouais, bah, ce sont des pensées qui s'élèvent dans l'esprit, n'est-ce pas? Des croyances qui sont entretenues par l'esprit, par le mental. Ok. Une histoire qu'on se raconte. Je ne suis pas encore arrivé à l'éveil. Ou super, je suis arrivé, je suis éveillé. Bon, tout ça, ce sont des pensées, des paroles, fabriquées par qui, par quoi? Par le mental. Où vont ces pensées? Elles disparaissent. Là où elles ont apparu, où elles sont apparues. Elles sont intermittentes. Et où apparaît cette intermittence des pensées, ces fluctuations des pensées? Réponse, s'il en fallait une. C'est dommage, hein, c'est dommage de donner la réponse. C'est mieux de la trouver soi-même. Hein. Où apparaît l'agitation des pensées? Eh bien, c'est simple. L'agitation des pensées apparaît dans le champ de la conscience ou dans le grand espace illimité. Où apparaissent toutes les formes? Ben, pareillement, dans le grand vide conscient,
le vide conscient, la pure conscience d'être, la pure conscience, c'est-à-dire ce qui est naturellement ouvert, naturellement aimant, accueillant, ce qui est silencieux, ce qui est hors du temps et de l'espace, ce qui est cela que nous cherchons, n'est-ce pas, en tant que chercheurs. Eh bien, n'est-ce pas en cela, qui est la totalité, qu'apparaissent et disparaissent les phénomènes, les objets, les formes, les couleurs, et même les prises de tête du chercheur, les frustrations, les impressions de ne pas être arrivé. Tout ça sont des épiphénomènes qui se jouent dans le mental, dans l'esprit, mais qui ne perturbent pas, qui n'occultent pas ce qui est manifestement présent là, ce grand espace que vous voyez. Il est tranquille, il n'a pas à être ouvert. Il est ouvert. C'est la totalité. C'est ce qui est. Et au sein de ce qui est, apparaît encore ce qui est. Et les formes, les pensées, les couleurs, les croyances, les sensations ne font pas barrage. Les identifications, les impressions d'identification, de réduction de soi au corps, au mental et à l'histoire, cette impression d'être rétréci à un petit personnage qu'on sait être plus ou moins fictif, parce qu'on a un peu compris des choses à force de lire des livres de sagesse. Eh bien, tout cela n'est qu'une modulation au sein de l'espace que vous voyez là, immense, ouvert. C'est vous, c'est nous, c'est ça. Donc il n'y a rien qui peut empêcher, qui peut boucher cette grande ouverture que vous voyez là. Cette grande ouverture, c'est le monde entier, c'est votre vie là, ce chemin, c'est une métaphore de notre vie qui défile. C'est-à-dire qu'on est tranquille, en tant que pure conscience, si on veut. On est, ça veut rien dire, mais ça assiste, nous assistons à, nous sommes témoins d'eux, mais pas en tant que personne, mais il y a, voilà, la vie qui défile, qui passe, qui apparaît, comme les bosquets, comme les fleurs, là, rouges, là, le bâtiment à droite, la personne, là, qui un petit peu au loin, avec une poussette, tout ça apparaît, c'est notre vie. Et elle défile, comme vous voyez, elle défile. Le paysage défile, les personnages de la vie qu'on rencontre. Là, il va y avoir une rencontre avec cette femme qui tient une poussette. Ben, ça passe, ça apparaît. Bonjour, petit. Et hop, ça disparaît. Ça disparaît. Dans l'espace, n'est-ce pas? L'espace transparent, symbolisé ici par l'écran d'ordinateur, mais la conscience est la totalité. La conscience ne bouge pas. Là, le corps qui a évolué dans l'espace-temps, dans l'espace, le corps marchant, le corps en train de marcher, lui, dans la dimension relative de l'espace et du temps, se déplace. C'est un point. Le corps est un point dans l'espace-temps relatif, apparent, car il n'est pas sûr que cet espace-temps existe réellement. Ce sont les dimensions qu'on pourrait dire les dimensions de Maya, de l'existence en tant que phénomène projeté. Comme un film, hein. C'est-à-dire que ça a une nature semi-réelle, c'est pas tout à fait réel. On prend ça pour la réalité absolue. Au début, hein.
comme ce qui est de plus tangible, de plus évident, et finalement on réalise que non, ce ne sont que des phénomènes très fugaces que l'on fige en projetant des concepts, en disant « ouais, cet arbre, le vent se lève », etc. Mais finalement, ce sont que des phénomènes évanescents qui n'ont qu'une substance. C'est très beau, hein, c'est très très beau. C'est l'étoffe de l'être, de l'existence. Mais ça n'a pas de réelle densité. Et les pensées sont encore plus évanescentes. Ce qu'il y a, c'est qu'on leur accorde une importance terrible, parce qu'on s'est identifié aux pensées, au fait de penser. Il y a une croyance dans le mental, entretenue par le mental, que quelqu'un pense et que ce penseur, c'est moi. Moi. On ne sait pas qui est moi, mais c'est il y a la pensée, la croyance, c'est moi, le penseur, moi, le corps, moi, le personnage, moi, Ce ne sont que des pensées. Des pensées entretenues individuellement et des pensées entretenues collectivement. Et ce qui est entretenu par là, c'est l'illusion. L'illusion de la séparation, l'illusion d'être une entité séparée des autres, l'illusion de moi séparé du monde, moi séparé des autres, et puis illusion d'être un personnage, une conscience individuelle enfermée dans un corps et un esprit, et donc condamnée, si elle est enfermée dans le corps et dans l'esprit, condamnée à mourir, à disparaître avec la mort du corps et de l'esprit. Si la conscience est une conscience individuelle et qu'elle est produite par le cerveau, alors quand le cerveau va s'arrêter, il ne sera plus irrigué, cette conscience va se dissiper. Et c'est vrai, ça, c'est la réalité. Mais ça, c'est la conscience relative. La conscience fonctionnelle, la conscience duelle, la conscience de ceci, de cela. La conscience de moi en tant qu'entité supposée, la conscience, voilà, du sujet, la conscience réflexive, conscience de soi. Mais ce n'est pas le tout de la conscience. C'est une conscience identifiée. Mais en amont de cette conscience, il y a la conscience. Et cette conscience, elle n'est pas ma conscience. Ce n'est pas une propriété du personnage. Pas une propriété de Bibi. La conscience, c'est cette grande ouverture que vous voyez là. Cette grande ouverture, elle est la même chez tout le monde, entre guillemets. C'est-à-dire que dès lors qu'on ouvre les yeux le matin en se levant, il y a cette grande conscience, où apparaissent, cette grande conscience impersonnelle, hein, où apparaissent des éléments que qu'on associe à des éléments personnels, des éléments de notre histoire. Et tout de suite, du coup, cette grande ouverture qui est impersonnelle, cette conscience première, on va penser que dès lors qu'il y a des choses qui personnelles, liées à mon histoire, qui réapparaissent, des problèmes que j'ai pas résolus, ce corps qui a toujours les mêmes douleurs, etc., on se dit, ah ben non, ça ne peut pas être la conscience universelle, c'est ma conscience malheureuse, compliquée, conflictuelle, etc. Et bien il y a un glissement là qui s'est opéré, un glissement vraiment malheureux, parce que ce glissement fait qu'on qu'on passe en fait d'une première ouverture le matin quand vous vous réveillez, tout début, avant que les pensées arrivent, avant que vous preniez la tête, avant que vous identifiez l'appartement dans lequel vous vous trouvez, avant que vous reconnaissiez votre environnement. Tout premier, vous sortez du sommeil profond, et là il y a une sorte de... Parfois, hein, pas toujours, parce que souvent on est anxieux à cause de l'existence difficile et tout, donc très vite les pensées reviennent.
où les tensions n'ont même pas été tout à fait dissipées. Enfin, si dans le sommeil profond, les tensions ont été oubliées, dissipées. Mais il y a souvent, dans les premiers instants du réveil, un sentiment de pure ouverture. Et c'est la vérité, c'est cela que nous sommes. Et ensuite, glissement malheureux dans « Ah bah non, en fait, c'est mon histoire, ça y est, je rechevauche mon histoire personnelle et je me rétrécis à cette histoire personnelle. » Donc je bascule de la véritable conscience universelle, impersonnelle, qui est paix, qui est unité, qui est complète, qui n'attend rien, qui n'est pas en devenir, qui n'est pas même dans l'espace-temps, qui est cet espace de pure ouverture où tout a lieu et où tout disparaît, eh bien, on glisse de là à l'idée, l'illusion, la conviction illusoire de n'être en fait qu'une conscience individuelle qui est souvent un peu dans l'embarras avec cette existence. Voilà. Voilà, ça c'est le baratin pour expliquer le truc. Et maintenant, je repose une dernière question, une ou deux questions, qui sont comme des pointeurs, donc pointeurs directs. C'est à vous de répondre dans le silence. Il n'y a pas de réponse finalement. Vous voyez où la question mène? Question. Où apparaissent les problèmes? Où apparaissent mes problèmes? Je ne dis pas qu'ils ne sont pas réels, les problèmes. Mais où apparaissent-ils? Autre question. Où apparaissent les tensions corporelles? Où apparaît l'agitation qui m'ennuie, que je voudrais faire disparaître? Elle apparaît où, l'agitation? Comme tout ce que vous voyez là, comme le pigeon là, elle apparaît dans l'espace. L'agitation apparaît dans l'espace qui n'est pas agité. L'agitation apparaît dans l'ouverture. L'agitation apparaît dans le calme de la conscience universelle. Les problèmes apparaissent dans l'espace sans problème. La focalisation sur les problèmes font qu'on a l'impression que les problèmes créent l'identification au problème. Mais voyez qu'en cet instant, les problèmes ne sont que des épiphénomènes, des formes, des détails, un peu de bruit dans le champ de votre conscience. Comme une fleur, comme un phénomène. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas le régler sur le plan relatif, le problème. Il va se régler tout seul, en fait. C'est même pas la peine de s'emmerder. Quand il est perçu, quand les problèmes sont perçus à partir de l'espace ouvert que vous êtes, que nous sommes, qui n'a pas à être fabriqué, alors les problèmes sont perçus comme des épiphénomènes, des petites choses, alors qu'ils étaient vécus, perçus à travers la conscience supposée être individuelle, ils étaient vécus comme une espèce de chose terrible qu'il fallait résoudre. Et là, les problèmes sont perçus à partir d'une perspective qui est la perspective réelle, juste. Et donc, il n'y a pas à s'embarrasser. Est-ce que je vais m'occuper de régler le... Je sais pas. Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. C'est la vie qui prend en charge tout ce qui apparaît là. La vie qui prend en charge
le devenir des fleurs, des plantes, des trucs. C'est pas la peine de s'emmerder. C'est pas la peine de s'impliquer. L'implication n'est pas nécessaire. On nous a toujours fait croire qu'il fallait s'impliquer. Sinon, c'était la déchéance, c'était la fin de tout. Eh ben non. La vie porte tout le vivant bien plus facilement que lorsqu'un supposé moi, une entité individuelle fabriquée par le mental et entretenue, une croyance têtue, s'interpose. Non. Laissons faire la vie, elle fait tout parfaitement. Quand je dis laissons faire, c'est encore une concession mentale. Il n'y a même pas à laisser faire, c'est fait.